Bienvenue à tous sur cette deuxième vidéo d'analyse des stratégies DeFi. Donc merci à ceux qui ont répondu au formulaire. Ça nous permet de faire l'épisode d'aujourd'hui. C'est assez intéressant. On va voir pas mal de stratégies différentes, un peu de notions de gestion des risques. Donc ça c'est vraiment cool. N'hésitez pas si vous avez des stratégies ou si vous avez des questions à remplir le form et on l'analysera pour la vidéo 3. C'est grâce à vous qu'on peut alimenter le contenu, donc c'est important pour nous. Bienvenue Julien. Donc cette semaine, pas mal de stablecoins, pas mal d'Ether à faire farmer. Ce sera l'occasion de faire un peu le point de la rentrée, qu'est-ce qui s'est passé cet été, quels sont un peu les protocoles un petit peu qui ont la vogue en ce moment, et comment un petit peu gérer son risque en DeFi en ce moment, ce qui est, là on l'a vu avec le hack de PNP par exemple. On n'est pas du tout à l'abri de hacks quand on utilise des protocoles. Donc on essaiera de voir quelques notions de gestion des risques pour mieux gérer ça. Première stratégie, on va directement commencer avec Toti. Donc Toti, il nous remercie pour nos vidéos. Merci à toi. C'est une partie stablecoin de son bag, donc il garde au chaud pour le prochain bear et pouvoir racheter des alts ou du Bitcoin et Ethereum à moindre prix. Il renforce en prenant des profits sur la montée du marché. Et l'idée, c'est d'être neutre par rapport au marché, de limiter les pertes potentielles à 15%. J'imagine que il va parler de pertes liées à des DPEG, liées à de l'impermanent loss, etc. Ou du slippage, si on s'aventure sur des blockchains un peu exotiques avec des bridges qui sautent ou qui perdent en liquidité. Il répartit tout ça sur 8 adresses pour limiter les dégâts en cas de hack et faciliter la comptabilité du vrai rendement. Il passe 3 fois 2 heures par semaine en phase de construction et il aimerait bien entretenir ça avec juste un petit point, une heure ou deux le dimanche. Nous a fait une estimation du risque des blockchains, des protocoles et des cryptoactifs à la louche et il essaye de ne pas dépasser l'allocation maximale. Donc j'ai séparé en termes de blockchain, en termes de protocole et en termes d'actifs. Donc vous les voyez là. Globalement, au niveau des chaînes, il va se rester sur des layers 2. Donc Linéa, Arbitrum, Optimism, Base et Scroll. Niveau protocole, donc c'est surtout il a pris des protocoles qui tournent autour des stablecoins où tu peux exercer des stratégies stable là-dessus. Et en termes d'actifs, on va retrouver surtout des stablecoins. On pourra en parler avec Julien. On a sorti 3 articles sur les différents stablecoins, que ce soit les majeurs, on analyse profondément leurs risques et leur part de marché, mais aussi on a fait une partie sur toutes les innovations qui arrivent sur le marché. Donc je vous invite à aller voir, mais on va pouvoir en parler un petit peu aujourd'hui. Et donc ces questions, c'est est-ce que ça nous semble pertinent de faire ce genre d'allocation maximale à respecter, ce qu'on pense de la sienne, et si ça vaut le coup de mettre déposer sur Mainnet pour profiter des différentes stratégies qui existent sur Mainnet et à partir de combien. Est-ce que c'est 5 000 $? Est-ce que c'est 30 000? On verra ensemble un petit peu nous ce qu'on en pense et voilà. Bien. Est-ce que tu as des réponses à apporter un petit peu un coup d'œil sur notamment ces allocations maximales sur les protocoles notamment et les cryptoactifs? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent à partir de quand on peut aller sur Mainnet, sur Ether, où les frais sont beaucoup plus importants que sur toutes les autres blockchains ou les layer 2. Il n'y a pas de nombre parfait ou universel, mais je pense que en dessous de 25 000, je vois ça comme un peu moins pertinent, parce que certes, vous pouvez accéder à un yield qui peut être intéressant, mais si on déduit, sachant que sur des stratégies qui peuvent être très dynamiques, où on a besoin de faire plusieurs transactions, de claim des fees ou quoi, je pense qu'en dessous de 25 000, ça impacte trop le yield que tu gagnes sur les strats. Et en plus de ça, si tu as un portefeuille à 25 000, je trouve ça dangereux de tout mettre sur un seul layer, bien que ce soit Ethereum, alors que c'est plus facile de ségréguer ça sur plusieurs réseaux. Donc ouais, je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à ce montant. Ouais.
Ouais, bah complètement. Après, ça dépend si vous avez vraiment une appétence pour un protocole spécifique et que vous êtes prêt et que, je sais pas, quand vous déployez vos strats, elles durent longtemps et vous arrivez à les déployer sur des phases où il y a assez peu de frais. On l'a vu cet été. Il y avait des semaines où c'était assez peu cher d'être onboardé. Le problème, c'est que bah, si tu dois sortir au mauvais moment, et bah, ça peut te coûter très très cher de sortir. Et donc, ouais, 25 000, moi, c'est un chiffre que je visualisais aussi. Donc, assez accordé avec toi là-dessus. Voilà. Après, c'est vrai, la question c'est vers quoi se tourner si on se tourne pas vers Ether qui bénéficie de la meilleure sécurité. Et là, la question se pose en fonction euh, de quelle blockchain, du coup, vous allez devoir regarder le bridge, comment on transfère les actifs vers cette blockchain. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bridges. Il y a les bridges natifs, les bridges canoniques et les non canoniques qui reposent sur des mécanismes différents et des liquidités différentes. Après, une fois que vous voulez bridge sur cette blockchain, il faut aussi qu'il y ait la liquidité pour l'actif que vous cherchez. Imaginez, je sais pas, vous voulez l'USDE sur Scroll, admettons qu'il y soit, mais que la liquidité est très très faible dessus. Vous pouvez vous retrouver coincé là-bas en fait, avec un actif qui est liquide. Voilà. Après, en termes de, et aussi il faut qu'il y ait des opportunités de rendement aussi sur cette blockchain. Il faut que ça en vaille le coup. Donc, comme tu disais, Guillaume, c'est vrai que s'il y a des grosses opportunités, que vous êtes au courant que le bridge canonique arrive ou quoi, oui, c'est peut-être ça s'étudie, le fait de switcher sur une blockchain comme ça. Surveiller les bridges, c'est pas qu'une due diligence lorsque vous lancez votre stratégie. Surtout sur des actifs où bah voilà, c'est une équipe qui déploie rapidement, qui essaye de maintenir une croissance et d'aller toucher des parts de marché semaine après semaine. Bon, en fait, s'ils se rendent compte que la stratégie de passer bah, sur Scroll, par exemple, elle n'est pas payante, s'ils avaient apporté pas mal de liquidités, mis des billes pour faciliter l'onboarding de nouveaux utilisateurs, s'ils se rendent compte que la stratégie n'est pas payante, ils peuvent, et c'est fréquent, qu'en fait, bah, il y a moins d'intérêt pour l'équipe à garder de la liquidité et petit à petit, elle peut s'amoindrir. Donc, faut, lorsque vous déployez sur des parties exotiques, sur des layers 2, et bah, surveiller soit les forums de gouvernance, soit les Twitter officiels, etc. des équipes, les discussions globales, pour ne pas se retrouver piégé quelques semaines après une annonce. Et en fait, si vous l'avez loupé, bah, vous pouvez perdre votre capital déployé, quoi. Après, c'est pas simple, hein. On admet quand même que comment savoir qu'un bridge est bon, comment savoir qu'une blockchain n'a pas ce problème-là. Aujourd'hui, à DeFi Lama, vous pouvez aller voir les bridges en question et, par rapport aux chaînes directement, c'est-à-dire la liquidité qu'il y a dans les chaînes, que ce soit une liquidité dans un bridge canonique, non canonique, natif. C'est vrai que ça donne un bon aperçu. Et après, il y a Layer de but aussi qui évalue les risques. Donc, si c'est un sujet, si vous commencez à avoir de la size, c'est que c'est un sujet que vous voulez un peu plus maîtriser, ce sont les deux sources vers lesquelles moi je m'orienterai pour commencer. Et donc, une fois après bah, sélectionner en fait le layer par rapport aux stratégies et aux protocoles et les stratégies par rapport aux layers aux protocoles auxquels vous voulez vous exposer, bon, en fait, c'est quoi les différentes stratégies possibles pour farmer des stablecoins en ayant bah, voilà, une allocation assez large. Tout ça en plus sur 8 wallets, ça peut te coûter rapidement cher en frais. C'est quoi les différents types de stratégies que tu conseillerais, Julien? Donc, est-ce que c'est du looping? Est-ce que c'est aller déposer sur Pendle régulièrement? Est-ce que c'est faire du LP basiquement? Ça peut être assez intéressant, certains parfois avec des bonnes rendements via des tokens qui sont distribués ou ce genre de choses. C'est quoi un petit peu tes différentes stratégies que tu voulais présenter? Alors, il y a les stratégies, on va dire, basiques, où ça consiste à faire du lending sur des plateformes réputées comme robustes. Après, ça peut être plus sophistiqué. Vous pouvez aller faire du LP d'assets corrélés. Donc, ça peut être Ether et des Ethers de Lido, WST Ether, ou ça peut être des helping sur les pool bundles aussi. Et on peut aller aussi plus loin en gérant du coup la concentration pour être efficace sur les liquidités. On peut faire du looping comme tu l'as vu, mais encore, est-ce que c'est rentable du looping? Pas toujours.
Et après, il y a le farming de points aussi qui a été une grosse tendance ces derniers mois, on va dire. Donc voilà, en plus de diversifier au sein des blockchains, c'est vrai qu'il faut diversifier au sein des protocoles et des actifs et au sein des stratégies elles-mêmes. Vous n'allez pas déployer tous vos fonds, je sais pas, sur Pendle et sur PNPI et Equilibria, alors que c'est au final c'est la même structure Ça revient au derrière. même, ouais. Voilà. Et Non. c'est lié au même risque économique en fait. Finalement, si techniquement les smart contracts sont différents et peut-être que certains sont plus solides que d'autres parce qu'ils sont bien audités et ils ont des services de monitoring efficaces, c'est vrai que si bah, du coup la hype des points, déjà là on l'a vu, baisse, son attractivité baisse. Si ça peut être rapide parfois, et ben vous pouvez vous retrouver avec une liquidité largement amoindrie bah, sur toutes les stratégies de votre portefeuille. Alors que si vous aviez split en deux trois types de strat, bah là ça aurait été beaucoup plus simple à manager. Exact. Pareil pour les stablecoins, on en a énormément sur le marché. Vous avez les stables centralisés, décentralisés. Je vous invite à lire les trois articles qu'on a fait là-dessus pour en savoir plus, mais c'est une diversification qui est importante, très importante aussi. Tu voulais parler un petit peu des différents layers qu'il a proposés. Ouais, Les alors, différents layers 2. Je te laisse, yes. vas-y. Alors, il a été proposé dans la question de ségréguer sur 5 blockchains différentes. Alors, c'était un exemple. Mais si, par exemple, là, on prend l'exemple d'un portefeuille à 25 000, ségrégué sur 5 blockchains, je trouve ça trop ségrégué. Vous allez perdre en frais, vous allez trop diluer, en gros, l'efficacité de vos stratégies. Et il faut bridge, et bridge, c'est un coût. Et il faut swap, enfin, tout ça, ça va démultiplier au final les opérations de chaîne et ça va être trop coûteux par rapport au rendement qu'on peut en tirer. Donc, Scroll a été mentionné. Scroll, c'est une blockchain toute récente où la principale activité DeFi aujourd'hui qu'on trouve sur Scroll, c'est du farming de points ou farming des marques. Du coup, c'est les points appelés la façon dont Scroll a appelé les points. Donc, il y a très peu d'opportunités en fait, même en stablecoin. Même si on veut toucher des trucs un peu exotiques, je trouve que c'est très très limité. Il y a que le Chi et l'USDC qui aident énormément sur Index. Mais le Chi, c'est pas une du deal que j'ai fait. Et je sais pas, il faut vérifier si c'est un stable centralisé ou si c'est décentralisé, par quoi c'est backé. Enfin voilà, c'est un stablecoin exotique en tout cas. Donc déployer des fonds sur Scroll, alors même si les bridges sont bien, oui, mais là il y a en l'occurrence il y a peu de cas d'usage alors qu'on peut trouver facilement mieux sur d'autres blockchains. Linéa souffre du même problème, je trouve. Ça a assez essoufflé la tendance. Je me souviens qu'à l'époque sur les forks comme Mendy, c'était très bien d'aller chercher l'emprunt payé, donc c'était très facile de déposer du stable, emprunter un actif, et t'étais payé pour tout ce que tu faisais. Aujourd'hui, je trouve ça assez essoufflé et il n'y a pas de cas d'usage concret de real yield, si ce n'est que encore du farming de points dont on n'a pas l'estimation où on peut difficilement estimer les rendements. Voilà. Après, les trois autres blockchains sont Arbitrum, Optimism et Base. Ce sont, pour moi, ils font partie des meilleurs blockchains sur lesquels on peut faire de la DeFi. Donc, on ira voir après en détail les stratégies qu'on peut proposer. Non, je suis assez d'accord. 5 layers différents, c'est trop. Je pense, après, ça dépend vraiment de ton capital. Si tu as 150 000 déployés, bah déjà, on te dit bah, qu'Ethereum, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'y aller parce qu'il y a pas mal de choses qui s'y passent. Et derrière, tu peux split des grosses sizes, mais même suivre 5 écosystèmes différents qui il y en a deux en plus bah voilà ils sont très récents donc ils dépendent beaucoup des hypes etc. Nous on conseillera pas forcément pour des stratégies DeFi à moyen long terme d'aller chercher le layer le plus hype du moment. Plutôt se concentrer sur des yields qui durent dans le temps, donc vachement aligné là-dessus avec toi. Ouais. Surtout que les blockchains plus établis, comme Arbitrum et Optimism, on sait qu'il y a des programmes d'incitation qui sont en cours, qui sont votés. Donc, vous avez une visibilité un peu du rendement, de la durée. Et c'est plus simple, je trouve, de baser des stratégies solides sur ces réseaux.
Donc voilà. Donc pour continuer, il a été mentionné aussi une liste de protocoles. Je vais pas tous les passer un par un, mais il faut faire attention quand vous exposez à Nil, Nuri et Ramsès par exemple. Là, j'ai vu des allocations différentes. En fait, c'est des forks. Euh, c'est le même protocole qui a été fork sur différentes blockchains. Donc, s'il y a un exploit sur un, les deux autres sont très facilement exploitables, d'une part. Et en plus de ça, ce protocole-là, donc ce sont des, fonctionnent sur un modèle VE33. C'est-à-dire que les rendements affichés, ça correspond aux liquidités qui sont ultra concentrées et c'est quasi inaccessible. Sauf si vous avez des bots qui automatisent vos LP, qui rebalancent en permanence, mais sinon c'est complètement inaccessible. Donc voilà, c'est pareil, on en revient à la à l'appétence qu'on peut avoir sur les gros yields, mais faites attention, par exemple là, Nil et Nuri qui sont sur Scroll et Linéa vont afficher des gros pourcentages. Vous allez peut-être vous dépêcher à Bridge, à commencer à LP. Au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte que en fait vous gagnez pas le rendement qui est espéré parce que vous êtes sorti du range, vous êtes quasi tout le temps en dehors du range et vous voulez bridge back sur une autre blockchain, et bien là vous repayez des frais, donc là ça fait tout l'effet inverse de ce que vous désirez en fait. Au lieu de chercher du rendement, vous avez perdu du capital. BeFi a été mentionné aussi. Je trouve que alors oui, ça fait longtemps qu'ils sont là. L'autocompounding c'est quelque chose de connu, mais je trouve que ça manque d'intérêt et d'opportunité pour le moment. Euh, voilà, Synthetix V3 aussi était mentionné sur Base. Alors, oui, il y a une incentive en ce moment via Optimism qui, si vous voulez diversifier, c'est possible. C'est assez liquide, il y a 24 heures de retrait, mais voilà, c'est pas quelque chose. En fait, typiquement, si vous vous exposez à ce genre de stratégie, il faut monitorer la durée de l'incentive aussi et le taux de dilution, parce que si vous entrez au tout début et que 3 jours après c'est dilué, vous vous retrouvez avec un rendement complètement dégradé, et ben voilà, vous allez redevoir bridge back sur notre blockchain, etc. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà, ça c'est par rapport aux protocoles qui ont été mentionnés. Les autres, on les verra parce qu'ils sont pertinents. On va les voir juste après. Après, pareil, on nous a proposé une allocation maximale par asset. Donc là, comment on diversifie l'exposition au stablecoin? Typiquement, vous avez les stablecoins centralisés et résilients. Il y a l'USDC, il y a l'USDT qui est largement connu. Vous avez l'USDM, le PYUSD. Et d'un autre côté, les décentralisés qui reposent sur des mécanismes protocolaires. Donc la résilience repose sur des mécanismes protocolaires. Donc là, il y a le Frax, il y a le Go, il y a le l'USDE, le LUSD. Donc en fait, à 25 000, moi je trouve pertinent je trouve que diviser en deux stablecoins c'est assez, sachant que vous le verrez que si au final il n'y a pas tant de stablecoins qui sont réputés robustes sur le marché, donc ça sert à rien de trop diluer, ça serait plutôt prendre des risques, je trouve. Donc là, il était mentionné le Grey de Gravita et le Euro E. Mais au final, il y a, en plus d'avoir une liquidité qui est dégradée on-chain, il y a peu de cas d'usage, donc il n'y a pas d'intérêt à les détenir, sachant que c'est beaucoup plus facile, par exemple, avec de l'USDC, d'aller chercher du rendement qui est plutôt correct. Voilà, après, je ne veux pas m'étaler sur le sujet des stablecoins, on a fait de gros travaux de recherche dessus, ça prendrait du temps, mais grosso modo, voilà. Après, on va pouvoir peut-être passer aux stratégies concrètes. Non, pas trop de remarques par rapport au stablecoin. C'est vrai que moi je vois des chiffres à 25-30% parfois sur certains stablecoins que j'aurais peut-être noté plus sévèrement. Mais ça c'est chacun a son avis là-dessus. Chacun a des positions différentes, etc. Ça pourrait être intéressant, vous nous le direz dans les commentaires si vous voulez peut-être qu'on fasse une vidéo qui reprend un petit peu les grands thèmes des articles. Si vous préférez le format vidéo pour mieux comprendre les différents stablecoins et leurs risques et comment les gérer. Mais sinon, on peut passer aux stratégies directement. Donc on va commencer par alors là l'idée avec 25 000 typiquement pour respecter
on va dire, les limitations qui nous ont été proposées. On peut se diversifier sur Base, sur Optimism et sur Arbitrum. Comment gérer la répartition? Alors là, il faut regarder du coup la liquidité des bridges et si c'est canonique ou non canonique. Typiquement, et aussi en fonction des rendements que vous allez trouver là-bas. On va pas déployer à 50% par exemple là sur Optimism, alors qu'il y a moins d'opportunités de diversification aussi sur ce réseau. Donc là, 50% sur Arbitrum, 25% sur Optimism et 25% sur Base, ça me paraît être une bonne diversification. Alors sur Base, il est possible, vu que le rendement est dur à trouver quand même sur les stablecoins, on peut profiter du fait que l'emprunt en Ether est pas cher sur le DAI, sur Base, pour tirer parti du yield sur l'Ether en ayant une base en stablecoin. Donc c'était une stratégie qui avait été présentée par Guillaume sur un event en Angers, si je me souviens bien. Tu me corriges, Guillaume? Ouais, c'est ça. C'est ça, un DeFi France Angers. Qui consiste en fait à déposer vos stablecoins sur un money market tel que Aave, Morpho ou Fluid et emprunter derrière de l'Ether. Et avec ces Ethers, vous allez chercher des stratégies qui sont rentables. En fait, du coup, votre base elle est en Ether, mais vous allez générer du coup du rendement à votre base elle est en stablecoin et vous allez générer du rendement du coup avec vos Ethers. Et ensuite, vous allez rembourser la dette et garder le rendement que vous avez généré. Ça implique quand même, donc ça, c'est comme si vous shortez l'Ether. Donc, si l'Ether monte, en fait, vous augmentez votre dette et pour un collatéral qui reste le même parce qu'il est en stablecoin. Et c'est là que vous allez devoir réduire la dette ou augmenter le collatéral. Donc. En fait, votre exposition en Ether va diminuer, mais en fiat va être les mêmes positions, quoi. Voilà. Modulo, évidemment, les rendements, quoi. Donc, pour reprendre l'exemple, si l'Ether double, que vous réarbitrez votre emprunt, il se trouve que la stratégie ne sera plus aussi rentable si c'est toujours l'Ether qui drive le rendement de la stratégie. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant de faire, c'est sur Morpho, vous pouvez déposer de l'USDC et emprunter pour très peu cher l'Ether, c'est à 0,03%, et le déposer sur Contango qui génère du coup du rendement dessus. Contango, c'est un protocole clé en main pour faire du levier en loop, donc sur des assets corrélés. En l'occurrence, là, c'est EZEther, Ether. Donc voilà, là, les chiffres qui ont été pris, moi j'ai calculé pour des paramètres qui sont quand même très sécures. Nous, on est protégé sur l'emprunt d'Ether à 22% et sur Contango, on ne fait pas du levier maximal. Donc, et malgré ça, on arrive quand même à 19,5%, à 14,7% pour cette stratégie-là. En fait, ça, c'est une stratégie à laquelle il faut penser si vous tenez vraiment à faire du rendement et que c'est pas attractif sur le stablecoin. Pensez que des fois, même ça sera encore plus le cas en bull run, tout le monde va emprunter du stablecoin et tout le monde va déposer de l'Ether parce que vont vouloir s'exposer en levier sur l'Ether. De ce fait, le rendement en stablecoin en lending va augmenter et le coût d'emprunt en Ether va baisser. Donc c'est une stratégie qui se tient. Donc là, c'est vrai que les chiffres sont bas, mais on l'avait vu sur l'euphorie qu'il y a eu en mars-avril grâce au farming de points. Et les rendements sur des stratégies comme ça étaient colossaux. On atteignait 40-50% en prenant des paramètres très sécures. Après, oui, ça demande du coup un suivi dynamique de votre position et réajuster si besoin. Et bien sûr, après, c'est pas tous les jours pour autant comme réallocation. Il parlait d'1 à 2 heures par semaine. C'est largement possible. Largement. Après, ne faites pas cette stratégie. Ne mettez pas tous vos stablecoins là-dedans et ne déposez pas tous vos Ethers empruntés sur un protocole où c'est bloqué ou alors il y a des délais pour récupérer les Ethers. Parce que si vous devez d'urgence rembourser un peu de dette, eh ben vous pourrez pas. Donc voilà, ça c'est aussi. Ouais. Pardon. Si vous avez donc pas mal de stratégies en fait avec des systèmes de dette et de collat, ce qui peut être intéressant, c'est de sacrifier 10% de votre bag et de les avoir toujours sur le côté pour être capable de manipuler les money market. Comme ça, vous avez une liberté d'esprit
largement plus intéressante que de vouloir maximiser le yield au maximum, enfin, le plus possible. Ouais, c'est une très bonne idée. Oui. Là, c'est aussi possible avec le DAI sur AAV qui aide à 7%, et l'emprunt se fait seulement à 2,5%. Donc si, après, il faut voir les LTV proposés, mais même en prenant des LTV sécuritaires par rapport au seuil de liquidation, là, on arrive à créer des stratégies à 19,5% sur votre base en stablecoin, grâce aux Ethers qui sont empruntés. Donc voilà, on va enchaîner de suite après sur Arbitrum, parce qu'il y a une stratégie similaire qui est intéressante entre AAV et Pendle. Pendle a récemment sorti la LP, donc même la pool, avec une nouvelle date de maturité pour le WE Ether de EtherFi. Et donc les rendements sont très alléchants et vous pouvez, donc pareil là, il se trouve que le dépôt en USDT sur AAV paye plus que l'emprunt d'Ether sur AAV. Donc typiquement, emprunter de l'Ether, limite vous êtes payé pour ça. Et ensuite vous utilisez ces Ethers, vous restez en Ether sur la LP de Pendle en WE Ether, qui est incentive via le programme Arbitrum, et, euh, et vous atteignez facilement un rendement de 30% sur cette stratégie-là. Alors oui, le rendement sur Pendle est encore, je trouve, exagéré. Bien que les 30% que j'ai mis, j'ai pris un peu une estimation sur laquelle ça peut se baser. Et là, si vous rentrez assez tôt sur des stratégies comme ça, pendant quelques jours, vous avez beaucoup plus que ça. Donc voilà, après Arbitrum, c'est plus simple, je trouve, de faire des stratégies. Il y a plus d'assets qui ont des meilleures liquidités. Les protocoles sont déjà bien établis. Donc pareil, vous pouvez faire de la LP, de Frax et de l'USDT. Donc ce sont deux assets qui ont été proposés dans la liste et qui sont incentives sur Uniswap en ce moment. Donc sur Uniswap, pas besoin de concentrer les liquidités. Vous avez du coup le rendement majoritairement en incentive. Là, on parle de LP, on parle d'emprunt suite à des dépôts sur des markets. Il y a aussi le lending sur Curve ce lending-là, en ce moment, sur Arbitrum, vous pouvez prêter vos CRV USD, du coup, le stablecoin de Curve, à hauteur de 24% qui est backé par l'ASD de CRV. Si vous choisissez de vous exposer à une stratégie comme ça, déjà, il faut que j'y le CRV USD, sur Arbitrum, il faut vérifier sa liquidité, parce que peut-être que c'est pas cher pour vous en procurer, mais peut-être que c'est cher pour vous en débarrasser en termes de slippage on-chain. Et en plus de ça, comme tout marché de prêt et d'emprunt, vous devez vérifier le collatéral, qui est la asset issuing. Là, en l'occurrence, AED de CRV, il vient de Concentrator. Donc, il faut creuser d'où vient cet actif. Est-ce que c'est un actif liquide? Est-ce que c'est un actif illiquide? Qu'est-ce que c'est Concentrator? Et en plus de ça, il faut aussi que vous connaissiez les mécanismes un peu parce que là, en fait, vous êtes, on va dire, tranquille entre guillemets tant que le protocole peut liquider vos positions. Ce qui est très important, c'est de regarder comment Curvelen fonctionne, sa capacité à liquider, son historique, un peu son track record, on va dire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des turbulences dans le passé ou pas? Et voilà. Là, en l'occurrence, Curvelen, c'est vrai qu'ils ont un système, je trouve, qui est très intéressant. Un emprunt qui est très protecteur de l'emprunteur. Et il gère très très bien les liquidations et même sur les périodes de forte volatilité. Donc voilà, il faut aussi voir le taux d'utilisation de la pool. Si c'est une pool utilisée à 99%, ça n'existe pas, mais à 90%, eh bien, sachez que ça peut être, vous êtes déjà à la limite maximale et que si le collatéral perd trop en valeur et qu'ils ne sont pas capables de liquider, eh bien, en fait, vous allez le protocole va se retrouver avec de la mauvaise dette et vous allez vous exposer à un actif auquel vous ne voulez pas vous exposer de base. Voilà, on peut encore diversifier sur Equilibria, sur Arbitrum grâce à Equilibria. Donc c'est un liquide wrapper qui est sur Pendle. Alors il y a eu le hack de Penpy récemment. Ça rappelle aussi le niveau de risque auquel vous vous exposez. Equilibria propose un yield qui est meilleur sur les LP Pendle.
mais du coup vous expose à un risque de smart contract supplémentaire. Ça, c'est pas à négliger. N'allez pas chercher 2-3% de plus si vous n'êtes pas sûr du protocole ou que vous ne comprenez pas comment fonctionne le protocole construit par-dessus. Voilà, donc il y a une bonne diversification à trouver sur Arbitrum. On passe sur Optimism. Alors le A et l'USD, ça a été proposé. Je l'ai mis pour qu'on en parle. Il a été proposé du coup dans la liste d'actifs. Et en fait, le high, moi, j'ai jamais du deal. Alors ça, c'est très bon cas d'étude. Si vous voulez vous exposer à un stablecoin exotique, et en plus, on voit que sur Vélodrome, il y a deux poules. Il y a une poule qui génère 34% et l'autre 11%. N'allez pas vous ruer sur la poule à 34%, sachant que vous savez pas ce que c'est que le high ni le LUSD. Et en plus, si vous n'avez pas vu qu'il s'agit d'une poule concentrée, vous n'allez jamais générer 34%. Là, 11%, c'est la poule qui n'est pas concentrée. Donc attention à ce genre aussi d'opportunités qui peuvent être au final pas des fausses bonnes opportunités. Le Hive, je vous dis ce que c'est. Est-ce que c'est un stable décentralisé? Si c'est le cas, par quoi, par quel actif il est backé? Comment se passe la redemption? Comment se passent les liquidations? Les plus importants, hein, dans les protocoles décentralisés comme ça, c'est assez compliqué d'être efficient de la part des protocoles. Donc faites attention à vous là-dessus. Donc voilà, je l'ai mis. Donc oui, si vous approuvez ces deux actifs et que c'est une stratégie auquel vous voulez vous exposer, oui, c'est possible. Après, sur Optimisme, j'étais un peu surpris de voir que malgré l'incentive qu'il y a en ce moment, il n'y a pas d'opportunités qui sont... elles ont été utilisées, les incentives, en ce moment, c'est moins bien établi, on va dire, que le DeFi sur Arbitrum. Donc voilà, il y a d'autres possibilités, je l'ai mis juste en dessous. Vous pouvez faire aussi de l'apport de liquidité, helping avec le stablecoin Go qui incentive en ce moment, sur Maverick ou encore sur Balancer. Voilà. C'est aussi des possibilités donc c'est des protocoles qui n'ont pas été mentionnés en haut, c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, moi j'ai tiré quelques conclusions sur tout ça. Alors si on va parler des chiffres un peu. On reprend le tableau, si on reprend le tableau qui est donc dans le fichier, en ségrégant de cette façon, en diversifiant de cette façon, on arrive à du coup un yield de 20% sur votre base stable. Sachant que vous êtes quand même bien diversifié, j'ai pris deux stratégies sur Arbitrum, une stratégie sur Optimism et une stratégie sur Base. C'est pas la peine de faire plus, moi je trouve, en diversification. Parce qu'après, il faut tout suivre derrière. Il faut suivre chaque protocole, il faut suivre chaque yield, chaque incentive, c'est lourd. Donc là, 1 à 2 heures par semaine, oui, ça y est, ça tient. Voilà, c'est des actifs qui sont résilients, hormis le H, le high que je ne connais pas. Mais c'était pour l'exemple ici. Mais sinon, voilà, c'est une diversification qui peut être envisagée si vous cherchez du yield sur du stablecoin. Après, si je peux ajouter une remarque générale, il y a beaucoup, et ça tourne à ça, la DeFi, ce sont les incentives. Donc, c'est ce qui va driver un peu vos stratégies, même très souvent. Là, c'est le cas sur Pendle, c'est le cas, c'est même que sur Pendle, même Morpho. Il y a aussi des incentives en Morpho. Un peu. Comment? Oui, Morpho, même si bon bah le token est non transférable, on peut quand même, on a les tokenomics et on peut espérer une FDV au-delà du milliard, donc vous pouvez un petit peu ajuster vos APR là-dessus. Mais toi tu l'as pas compté dans les rewards, mais directement sur Morpho il y a un outil en plus pour voir un petit peu avec une FDV, vous fixez la FDV, vous récupérez le pourcentage de Morpho en plus. Ouais. Donc là, attention aux incentives. S'il s'agit d'actifs qui sont déjà liquides on-chain comme Arbitrum, Optimism, comme Arb ou l'OP, regardez la durée de l'incentive. Ne rentrez pas si typiquement l'incentive s'arrête dans 4 jours. Ça sera peu attractif et vous allez devoir ressortir.
C'est des coûts on chaîne qu'on peut éviter. Si ce sont des incentives dont on ne connaît pas la valorisation, comme bon, Morpho, mais il y a aussi tous les LRT, enfin une partie des LRT ou Eigenlayer, ben, partez sur des estimations. Donc voilà. Autre remarque, attention au helping aussi. On l'a vu avec Ramsès. Nous aussi, on le voit avec Vélodrome sur les poules concentrées. Les rendements sont proportionnels à l'efficacité de votre liquidité. Donc si vous arrivez, vous avez une stratégie où vous êtes très disponible pour rebalance très souvent, vous restez dans le range, oui, vous allez être rentable. Mais moi, j'appelle ça du babysitting. Vous devez tout le temps être derrière votre position. Et c'est pénible à faire si c'est pas automatisé. Donc pareil, si vous avez des gros APR qui sont affichés, regardez si ça dépend de l'efficacité de votre liquidité. Si c'est le cas, réfléchissez-y plusieurs fois avant de rentrer. Donc voilà, Voilà pour cette présentation un petit peu de ce qu'on peut faire comme portefeuille avec une diversification mais pas trop extrême pour aller chercher des rendements sur des stablecoins, donc avec un rendement moyen autour des 20%. Donc ce qui rentre dans ce qu'il avait demandé entre 15 et 30%. C'est des rendements qui pourront évoluer à la hausse, à la baisse, que ce soit parce que il y a plus de monde pour l'empreinte stablecoin parce que le marché est haussier, que peut-être certains protocoles vont relancer des incentives ou que les prix des actifs qui vont être envoyés en incentive vont augmenter, donc ça pourra améliorer les rendements à la hausse. Voilà, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. On a fait une quarantaine de minutes d'enregistrement et n'hésitez pas à remplir le formulaire pour participer à l'épisode 3, 4, 5 les prochains, à nous dire si ça vous plaît, et puis à commenter tout simplement pour nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne fin de semaine, et à la prochaine pour l'épisode 3.